bien, évidemment, Pasolini et le cinéma, c'est le sujet d'une vie, hein, pas uniquement parce que je vais raconter la vie de Pasolini à travers son parcours cinématographique et le trajet très particulier qu'il a suivi, mais aussi parce que, au fond, c'est un personnage qui est apparu dans l'histoire du cinéma italien de manière complètement imprévisible, mais il faut se rappeler qu'évidemment, il a commencé à faire du cinéma dans une période particulièrement favorable à l'Italie, qui était l'après-guerre, et où le cinéma italien était ouvert aux plus grands créateurs et notamment aux écrivains. Donc, en vous évoquant la figure de Pasolini à travers son rapport au cinéma, je vais être amené à parler beaucoup de sa littérature et de sa poésie, parce que si pour un Français, la plupart des Français, je n'ai pas échappé à la règle, la découverte de Pasolini se fait par le cinéma, et que très souvent, les gens qui ont vu des films de Pasolini sont très étonnés quand on leur dit que l'œuvre de Pasolini écrite représente 10 Pléiades, hein, c'est-à-dire, vous calculez 20 000 pages. Et encore, il n'y a pas la totalité de ce qu'il a écrit. Ce qu'il a publié représente 20 000 pages. Et pour un Italien, la situation est tout à fait différente. C'est-à-dire que la plupart des Italiens connaissent Pasolini comme figure politique, bien entendu, parce que c'est comme ça qu'il s'est fait connaître du très grand public, et bien sûr par sa mort, hein, qui a jeté une lumière très particulière sur l'ensemble de sa vie. Mais même si ces films ont eu un immense succès en Italie, hein, je rappelle que Les Mille et une nuits a été une des plus grosses recettes de l'histoire du cinéma italien d'après-guerre. Donc ce n'est pas du tout un cinéaste marginal et maudit, c'était un cinéaste qui était entré dans le système commercial italien malgré sa particularité. Donc pour les Italiens, bien entendu, il est connu comme cinéaste, mais la mémoire qu'il a laissée est une mémoire d'écrivain. Alors je vais parcourir évidemment rapidement la vie de Pasolini en rappelant un certain nombre de faits et en essayant de comprendre à quel moment le cinéma est devenu pour lui le médium artistique fondamental, alors que ce n'était pas évidemment gagné au départ. Donc je rappelle que Pasolini est né le 5 mars, donc c'est presque son anniversaire aujourd'hui, le 5 mars 2022, et il est né dans une famille absolument conflictuelle. Pardon ? Excusez-moi, j'ai dit 1922, oui. Il est né dans une famille conflictuelle et contradictoire, si on peut dire, et cette contradiction va être à la base de son inspiration poétique et littéraire et également cinématographique, puisque son père est un militaire qui avait pris naturellement le parti du fascisme, et sa mère était une institutrice qui était très profondément catholique, sans imposer du tout la religion catholique ou chrétienne à ses enfants, puisqu'il y avait 2 fils. Et là aussi, c'est extrêmement important. Tous ces faits biographiques sont fondamentaux parce que Pasolini avait un petit frère qui s'appelait Guido, et ce petit frère est mort pendant la guerre parce qu'il s'était, contrairement à Pasolini, engagé dans la résistance, ce que n'a pas fait Pasolini, et parce que Pasolini était un intellectuel passionné par ses études et n'a pas franchi le pas que son frère a franchi. Et le problème, c'est que son frère a été assassiné, là aussi dans des conditions contradictoires qui vont expliquer beaucoup de choses par la suite. Ces conditions contradictoires sont qu'il n'a pas été assassiné par des fascistes, mais il a été assassiné par des communistes. Lui-même était engagé, Guido, dans une faction de résistants communistes qui était indépendantiste. Il voulait que le Frioul soit coupé à la fois de l'Italie fasciste, mais aussi
de la Yougoslavie communiste, alors qu'en face de lui s'est trouvée une autre faction communiste italienne, mais qui était favorable au rattachement du Frioul à donc la Slovénie, donc la Yougoslavie. Et il a été assassiné dans des conditions très violentes, parce qu'il a été exécuté. Il a été exécuté avec des camarades. Et cette mort de Guido va marquer définitivement Pasolini, ça va inspirer ses premiers poèmes, et bien sûr ça va inspirer aussi ses films, et notamment Mamma Roma et l'Évangile selon saint Matthieu, où dans ces deux films, puisqu'il y a la figure du Christ directement dans l'Évangile selon saint Matthieu, indirectement dans Mamma Roma, puisque c'est le fils de Mamma Roma, le fils de la prostituée, qui va mourir quasiment crucifié, exactement comme le Christ. Et c'est important. Et même déjà dans Acatone, et l'assassinat de Acatone est présenté comme un calvaire. Donc c'est pour dire que ces éléments biographiques ne vont jamais disparaître de la vie de Pasolini en étant plus ou moins au premier plan, conscient, direct, explicite, ou au contraire implicite. Et quand on voit tout le cheminement de sa carrière artistique, on s'aperçoit que Pasolini progressivement a explicité des choses qui l'habitaient intérieurement et dont il n'était pas nécessairement conscient, ou en tous les cas sur lesquels il jetait un regard différent. Alors ce qui est certain, c'est que Pasolini s'est posé tout de suite la question de la représentation de la réalité. C'est-à-dire que pour lui, la poésie, la narration romanesque, et la peinture, surtout la peinture, et enfin le cinéma, répondaient à une question profonde qu'il se posait, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux, moi, en tant qu'être sensible, représenter du réel ? C'était une question très, très générale qui s'est posée au départ, et qu'il a cru résoudre de deux manières. Là, je vous parle des années 40, donc il est encore très jeune, il a 18 ans. Il va faire ses études à Bologne avec Roberto Longhi, qui est un très grand historien de l'art, et avec lequel il pensait faire une thèse et faire carrière comme historien de l'art. Donc le point de départ était vraiment une réflexion sur l'expression artistique, notamment à travers la peinture. Et il va avoir une familiarité très grande, surtout avec les peintres de la fin du Moyen-Âge, du début de la Renaissance, enfin essentiellement Piero della Francesca et Giotto, qui vont marquer énormément son cinéma, notamment l'Évangile selon saint Matthieu, puisqu'il va s'inspirer, par exemple, pour les costumes. Il donnait aux costumiers, il donnait des représentations, des reproductions, d'œuvres picturales. Et en effet, les costumes reproduisent. Donc ça veut dire que la peinture était pour lui vraiment un guide, et d'ailleurs vous le verrez surtout particulièrement tout à l'heure, si vous restez pour voir La Ricotta, qui est un film où justement cette sensibilité picturale est absolument fondamentale. Mais un autre problème va se poser, va interférer, si on peut dire, dans son intérêt pour la peinture, va jeter une lumière différente, et c'est la langue frioulane. Qu'est-ce qui va se passer ? Il est né à Bologne, il n'est pas né dans le Frioul. Il a suivi son père qui allait de caserne en caserne, comme on le voit, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu Édipe Roi, comme on le voit dans le prologue d'Édipe Roi, qui est un prologue qui se passe à notre époque, en l'occurrence c'était au moment de la guerre, dans les années 40, non, même plus tôt, excusez-moi, au moment de la naissance de Pasolini, c'est-à-dire en 1922-23, on voit le bébé Pasolini dans une caserne, et son père qui le regarde avec haine, et son père, évidemment, c'est Édipe, c'est Laïus, le père d'Édipe, mais c'est également son véritable père, Carlo. Donc, et qu'il représente habillé avec l'habit militaire, enfin l'uniforme militaire italien fasciste. Alors, Pasolini, je vous disais, s'est posé le problème de la langue, parce que le frioulan,
qui n'est même pas la langue que parlait sa mère. Ils vont dans le Frioul parce que c'était la région natale de sa mère, alors que son père vient d'une autre région. Et Pasolini, évidemment, attache le Frioul à sa mère, mais elle-même ne parlait pas ce frioulan, elle-même parlait vénitien. Elle parlait c'est proche, mais enfin c'est quand même très 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 différent. Et donc Pasolini a appris le frioulan. Pourquoi ? Parce qu'il a eu l'impression, en entendant les jeunes, plus jeunes que lui, qui parlaient uniquement le dialecte, comme on fait dans ces régions un peu reculées, loin des villes, et donc il a eu l'impression que ce qu'ils échangeaient était beaucoup plus proche de ce qu'il appelait la réalité. Parce que cette langue n'était pas complètement normée, elle n'était pas transcrite littérairement. Il s'est attaché avec des amis, dont son jeune cousin Nico Naldini, mais beaucoup d'autres amis plus proches de lui par l'âge. Ils ont créé ensemble l'Académie de langue frioulane. Et c'était un geste qui n'est pas uniquement un geste intellectuel et linguistique. Pour lui, c'était vraiment un acte politique en partie, parce que l'usage des dialectes était interdit par le pouvoir fasciste. Le pouvoir fasciste, tous les pouvoirs fascistes dans le monde d'ailleurs, empêchent qu'il y ait des langues qui échappent au pouvoir et qui ne sont pas celles que l'on veut imposer par son contenu, mais aussi par sa forme au peuple. Et donc Pasolini, avec ses amis, ont fait cette forme de résistance qui n'avait rien à voir avec la résistance de Guido, son frère. Il ne prenait pas les armes, alors que Guido prenait les armes. Donc c'était une résistance intellectuelle, mais qui avait une fonction extrêmement profonde pour Pasolini. Il a raconté dans de nombreux textes qu'il a eu cette révélation que la langue frioulane était plus proche du réel que la langue italienne, en entendant les enfants parler de la rosée matinale. Et en italien, le mot rosée se dit rugiada, et en frioulan, ça se dit rosada, qui est plus proche du français d'ailleurs, parce que la langue frioulane ressemble assez à la langue provençale. Et il a eu l'impression que ce mot, qui bien sûr qui n'était pas familier pour lui, puisqu'il parlait italien, lui permettait d'approcher davantage le réel. Il a eu l'impression que la langue italienne était une sorte d'écran. Et il va aller toujours plus loin. Donc il va choisir la langue frioulane pour écrire son premier recueil, Poésie à Casarsa, qui est un recueil de poèmes assez bref, qu'il reprendra ensuite dans d'autres recueils plus ambitieux. Et la publication de ce livre, qui aurait dû être destiné à quelques lecteurs régionaux, évidemment, a été remarquée par un critique. Et ce critique lui a donné beaucoup d'importance à cette publication, et il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de plus qu'un poète régional. Éternel problème des poètes qui écrivent dans une langue qui n'est pas parlée géographiquement que dans une zone réduite. Et évidemment, ça a changé complètement l'opinion que Pasolini avait lui-même de son rapport à la langue. Et il a donc continué à écrire en frioulan. Mais il ne va pas continuer très longtemps à écrire en frioulan, parce que beaucoup de gens pensent que Pasolini a écrit tous ses poèmes en frioulan. Non, il en a écrit quelques-uns simplement dans sa jeunesse, et après, dans sa maturité, beaucoup plus. Avant de mourir, il est revenu au frioulan. Mais qu'est-ce que ça représente pour Pasolini, ce statut de poète qui brusquement devient le sien? Il ne se pense pas complètement poète lui-même. Il est encore un intellectuel qui réfléchit de manière un peu théorique, si vous voulez, sur l'art, mais il va être projeté dans la réalité de manière extrêmement violente, dans une réalité, disons, partagée par tout le monde, enfin une réalité historique et objective, entre guillemets, à la fois par la mort, l'assassinat de son frère, et par ce qui va lui arriver lui-même dans sa vie, qui est que
il enseignait avec sa mère. Sa mère avait créé une école parallèle, si on peut dire, parce que, bon, évidemment, les écoles pendant la guerre étaient assez chaotiques. Et ils ont été chargés, mais assez officiellement, sa mère et lui, de faire des petites classes, uniques évidemment, dans le village où il a appris la littérature, pas uniquement, mais enfin bon, ce qu'on apprend dans une école primaire aux élèves. Et il a eu des relations de plus en plus passionnées avec ses élèves, des relations pédagogiques, que d'ailleurs parfois il prolongeait en faisant du théâtre avec eux. Et le pas a été franchi à partir du moment où il a assumé son homosexualité, son attrait pour ses élèves qui étaient des adolescents, ce n'étaient pas des enfants, hein, ils avaient 14 ans. Mais malgré tout, ça pouvait faire évidemment un scandale, et le scandale n'a pas tardé. Alors il a été forcé, si vous voulez, par des circonstances, à prendre conscience de manière extrêmement violente de son homosexualité, d'une homosexualité qui était transgressive et qu'il ne vivait pas, lui, comme une transgression. Parce qu'en fait, les adolescents avec lesquels il a eu des rapports, notamment deux dont il était très proche, ne se sont pas plaints eux-mêmes, ni même leur famille. Hein, ce sont évidemment, comme très souvent, d'autres qui se sont plaints et qui ont dénoncé Pasolini. Or, cette mise au banc de Pasolini a été d'autant plus violente que le Parti communiste, à laquelle il avait adhéré, était extraordinairement gêné. Parce que le Parti communiste, surtout dans les années 40-50, avait un très grand problème avec l'homosexualité. Pas uniquement parce que c'était une transgression, disons, sociale et sexuelle, donc, mais parce que ça déviait le militantisme, c'est-à-dire que ça devenait la sexualité devenait au centre, et les communistes dans ces années-là ne le supportaient pas plus qu'ils ne supportaient les discours féministes, parce que Simone de Beauvoir en a suffisamment parlé. À partir du moment où on disait il y a un combat entre les sexes qui est aussi important que le combat entre les classes, c'est un discours qui était inacceptable. Et alors là, si en plus on entre dans une déviation sexuelle qui était considérée comme telle, ça devenait assez dramatique. Alors Pasolini, à ce moment-là, écrit un livre que j'ai d'ailleurs traduit, qui s'appelle Actes impurs et Amado Mio, qu'il n'a pas publié. Il ne l'a pas publié, mais c'était très important parce qu'il a pris conscience, et surtout il a mis noir sur blanc à la fois sa passion pour deux garçons, mais aussi la conscience qu'il avait lui-même de son homosexualité, qu'il ne vivait pas de manière sereine et qu'il n'a jamais vécu de manière sereine. C'est pour ça que c'est toujours extraordinaire, hein, pour moi et pour beaucoup d'autres gens, de voir que Pasolini est devenu, vous voyez bien qu'on en parle dans un festival à dominante LGBT, et pour lui ça aurait été tout à fait extraordinaire, parce que ce n'était pas du tout comme ça qu'il se sentait, et surtout il avait beaucoup de mal à accepter son homosexualité à partir du moment où il s'est rendu compte qu'elle était condamnée. Il aurait pu être accablé, il aurait pu, au fond, vivre comme beaucoup d'Italiens, hein, son homosexualité. Je dis italien parce que c'est une caractéristique de l'Italie, mais aussi de beaucoup de pays autour de la Méditerranée, de vivre une homosexualité secrète, clandestine, et la laisser de côté, en tous les cas pour ce qui concernait sa vie sociale et intellectuelle. Il aurait pu faire une carrière à ce moment-là, on est en 1949, il aurait pu faire une carrière d'intellectuel qui aurait publié quelques poèmes et qui aurait été un grand historien de l'art. C'est pas ce qu'il fait. Évidemment forcé un peu par la situation. Ce qui se passe, c'est que, ayant été dénoncé, il est interdit d'enseignement, du moins dans le public, il est exclu du Parti communiste, il ne peut plus vivre dans le Frioul, et donc il part avec sa mère à Rome.
c'est là que le cinéma va commencer à apparaître. Il va apparaître comme moyen de vivre, pas comme choix déterminé. Le choix déterminé viendra plus tard. Donc en 1950, il va enseigner, il va vivre de manière très pauvre. Sa mère va faire des ménages. Ils sont recueillis à Rome parce que sa mère avait un frère qui vivait à Rome. Ils habitent d'abord dans le ghetto de Rome, qui n'est pas l'endroit le pire de Rome. Hein. C'est au cœur de Rome. C'est un endroit en réalité très très beau, mais enfin bon, c'était le ghetto juif. Et après, il va enseigner. Il a écrit de très beaux poèmes d'ailleurs là-dessus. Il va enseigner dans une banlieue lointaine, hein, c'est à Ciampino, qui est loin du centre. Donc en plus à ce moment-là, les trajets, les transports publics étaient extrêmement difficiles. Et il va découvrir un sous-prolétariat, un quart-monde. Il va découvrir les banlieues de Rome, ce qu'on appelle les borgate. Et dans les banlieues de Rome, dont certains, bon, il y avait ses élèves, hein, ils n'étaient pas tous complètement perdus, ils n'habitaient pas tous dans des bidonvilles, mais ils habitaient très pauvrement. Et découvrant ce monde, il va élargir considérablement, évidemment, son expérience, parce que à cette époque, il se considère encore comme un intellectuel. Il va préfacer et choisir deux anthologies, une anthologie de la poésie populaire et une anthologie de la poésie dialectale. Ce qui est, c'est après la guerre, on n'est plus sous le fascisme, mais c'est quand même un acte littéraire et politique important. C'est-à-dire que ça montre que l'histoire poétique de l'Italie doit être revue. Elle doit être revue avec des poètes que l'on a laissés dans l'ombre, que l'on a considérés comme mineurs, et qui en réalité, enfin pour lui, étaient absolument majeurs. Et donc il va faire connaître dans ces deux anthologies des poètes dialectaux qu'il va considérer exactement au même titre que les grands poètes, que Leopardi, Dante, enfin bon, tout le Tasse, l'Arioste, ou Carducci, tous les poètes, même Pascoli. Pascoli est un auteur qui est peu connu en France, mais qui a un grand prestige en Italie et auquel il a consacré d'ailleurs, Pasolini a consacré son mémoire de maîtrise. Donc ça ne veut pas dire qu'il ignorait, bien entendu, l'histoire littéraire, mais simplement il la réorganise, il la rehiérarchise, il revalorise des poètes qui n'avaient pas la même place, et tout ça lui permet aussi de considérer quelle est sa propre place, lui-même en tant que poète. Et il écrit donc à ce moment-là en italien, et en même temps en friolan, et donc il va publier, mais pas tout de suite, mais ce sont des poèmes qu'il a écrits dans les années 52-53, il va écrire ce qui s'appelle la meglio gioventù, hein, la meilleure jeunesse, qui sont des poèmes en friolan, où il se souvient encore de ces années friolanes, qui sont maintenant lointaines de 7 ou 8 ans, et il va essayer de s'en sortir pour ne plus être instituteur ou professeur de collège en banlieue, et donc il va être intégré au cinéma progressivement. Mais une chose est que le cinéma va devenir sa source de revenus en tant que scénariste, hein, ou en tant que script doctor, comme on dit élégamment, c'est-à-dire que le scénariste qui au dernier moment intervient pour améliorer un scénario déjà existant. Donc ça, il l'a beaucoup fait, et ça lui a permis, il a rencontré tous ces cinéastes à travers un écrivain qu'il admirait beaucoup, qui était Bassani, Giorgio Bassani, l'auteur des célèbres Jardin des Finzi Contini et des Lunettes d'or. Donc c'était le grand écrivain de Ferrare, qui restera un ami très fidèle de Pasolini. D'ailleurs, vous entendrez sa voix si vous allez voir Salo ce soir, puis on entend aussi la voix de Giorgio Bassani dans le film, il double un des acteurs. Donc Bassani et d'autres écrivains vont permettre à Pasolini d'entrer dans l'activité scénaristique à Cinecittà, donc, hein, mais parallèlement, il commence à vouloir décrire les banlieues. Et donc, il rencontre les frères Citti, Sergio Citti et Franco Citti,
et Serge, qui sont des maçons. Et en fait, ces deux frères Chitty vont l'introduire linguistiquement dans le monde des banlieues, parce qu'ils ne savaient pas plus qu'ils ne connaissaient à l'origine le friolan, ils ne connaissaient pas non plus le langage, le romanaccio, ou le romanesque aussi, on le dit de manière plus noble, qui est la langue qui est parlée et qui elle-même n'avait jamais été écrite et retranscrite. Bien sûr, il y avait toujours des publications comme ça, ou des bouts de dialogue qui apparaissaient ça et là, mais jamais un roman entier a été écrit avec des personnages qui ont cette langue-là. Et ce que fait Pasolini déjà dans ses romans, qui sont donc Una vita violenta et Ragazzi di vita, deux romans qui ont immédiatement un très grand succès, si vous lisez attentivement le livre, vous apercevez que la présence du Christ, la présence de la divinité, la présence du sacré envahissent les romans. Il n'a pas du tout sur cette population un regard de sociologue, absolument pas, ni d'anthropologue, même si plus tard il s'intéressera à l'anthropologie. Mais il a un regard vraiment, il a une empathie directe. Et ça relève de ce que je disais tout à l'heure, de son rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'il essaie de trouver un moyen d'accéder à la réalité en supprimant le plus possible un écran linguistique, intellectuel, abstrait, qui enlève au réel sa force d'émotion. Et donc, quand il écrit ces deux livres, Una vita violenta et Ragazzi di vita, de toute façon, il est attaqué immédiatement. Il est attaqué par la gauche et par la droite. La droite trouve absolument ignoble qu'on écrive des romans en décrivant de manière crue la sexualité d'adolescents qui se prostituent, parce que en fait les personnages, aussi bien d'Una vita violenta que Ragazzi di vita, c'est la petite délinquance, qui sont des voleurs, parfois des prostituées. Et donc c'est un monde que l'on ne veut pas voir apparaître à l'intérieur de la littérature. On ne veut pas de ça, surtout après la guerre. Et on veut une Italie qui reprend des forces, et là ça apparaît comme une sorte d'Italie décadente, avec l'idée qu'il y a un peuple qui a été abandonné. Mais la gauche du communisme, va faire un reproche, non pas identique, mais avec une violence similaire. C'est-à-dire que les communistes vont trouver que Pasolini perd son temps à décrire le sous-prolétariat. Il ferait mieux de s'occuper de la lutte entre les classes, entre la classe ouvrière et la classe bourgeoise, la classe des dominants, la classe capitaliste. Et donc, beaucoup de communistes ont critiqué l'œuvre de Pasolini comme une œuvre totalement inutile et qui dévie du véritable combat, puisque le Parti communiste était extrêmement fort en Italie. C'était pas du tout un parti stalinien, c'était un parti quand même extraordinairement évolué et beaucoup plus libre que tant d'autres pays de l'Europe de l'Ouest. Mais malgré tout, il y avait des priorités. Et la priorité, Pasolini ne l'avait pas respectée. C'est à ce moment-là qu'il se rend compte, Pasolini se rend compte que, bien sûr, il est indésirable et inclassable parmi des gens dont il aimerait être l'ami, parce qu'il n'a jamais renoncé à son statut de communiste, par exemple. Dans un des livres que j'ai traduit, qui est un entretien que Pasolini a fait avec un journaliste anglais, John Halliday, à un moment, John Halliday lui dit... est-ce qu'il lui parle des événements du Frioul où il a été expulsé du Parti communiste, il le lui rappelle, il rappelle à Pasolini, et Pasolini proteste. Il dit non, j'ai jamais été expulsé du Parti communiste, ce qui est faux. Il l'avait été effectivement. Donc, vous voyez, c'est pour dire qu'il se trouve, il est marginalisé, inévitablement, mais il tient à avoir encore une position pas respectable, ça il s'en fichait, mais simplement
il ne voulait pas entrer dans la victimisation. Ce qui était évidemment très, très difficile pour lui, de ne pas accepter la victimisation, parce qu'il aurait pu apparaître comme un maudit qui aurait été protégé par un cercle d'amis. Ce n'était pas ce que voulait Pasolini. Et pourquoi ? Parce que, par ailleurs, il avait une position assez forte intellectuellement. Il avait fondé il y avait deux revues intellectuelles importantes qui étaient Officina, qui était plutôt, disons, académique, universitaire, où il continuait ses réflexions sur la langue. Il était entouré d'amis poètes et linguistes dans Officina, et il était également dans une revue qu'il a cofondée avec Moravia, qui était Nuovi Argomenti. Et Nuovi Argomenti était fait un peu sur le modèle des temps modernes de Sartre et de Beauvoir. Donc c'était une revue qui avait un très grand prestige en Italie et qui lui permettait de publier des jeunes poètes, qui lui permettait de publier justement une littérature qui va monter. Bon, il écrit insatisfait, si vous voulez, par les 2 romans qu'il a publiés, même si ces romans ont eu un très très grand succès. Il était insatisfait, non pas qu'il ait eu l'impression d'avoir raté quelque chose, mais que ce n'était qu'une étape pour ce qu'il recherchait, et qu'au fond, il va trouver dans le cinéma. C'est-à-dire que ces romans étaient des premières approches, d'ailleurs souvent présentées comme des scénarios, à vrai dire. Quand vous lisez les romans, c'est par séquence, il n'y a pas une continuité narrative totale. Il y a des sortes de syncopes, vous voyez, dans le récit, il y tiendra toujours d'ailleurs, à cette forme discontinue et qu'il va beaucoup développer dans son cinéma. Alors, à ce moment-là, va lui arriver un événement aussi important. Bon, il y a chaque fois des événements qui auraient pu être traumatisants chez d'autres, mais qui chez lui ont été extrêmement stimulants. Parmi les poèmes qu'il écrit, il écrit un poème et qu'il publie donc dans Officina, une des 2 revues. Il écrit un poème au moment de la mort de Pie XII. Et c'est un poème qui s'appelle « À un pape » et qu'il reprendra donc dans une section de ses recueils sous le titre « Épigramme ». Et au moment, ce poème est tout à fait extraordinaire. Donc Pasolini s'adresse au pape qui vient de mourir et il compare la mort de ce pape à la mort d'un clochard d'un sans domicile fixe, qui est écrasé par un tram, puisqu'il y avait à ce moment-là des trams dans Rome. Et évidemment, il accuse le pape de ne pas avoir été attentif, non pas à cet homme en particulier, mais à tous les hommes qui sont, et il décrit tous les quartiers de Rome, même à l'intérieur de Rome, qui sont extrêmement pauvres, et il attaque l'Église avec un ton qui rappelle beaucoup Dante. C'est un grand lecteur de la Divine Comédie, Pasolini. Et dans ce poème, il dit, au fond, ton devoir de pape, tu ne l'as pas fait. Ton devoir de chrétien, tu as été incapable de le faire. Et bon, ce poème a fait scandale, bien entendu. L'Église a réagi extrêmement violemment, parce que le blasphème, l'outrage à la religion, était un crime en Italie. Et ce n'est qu'un début. Pour Pasolini, maintenant, il va être dans le collimateur de l'Église et de toutes les censures pour tout ce qu'il va faire. C'est-à-dire que c'est le début d'une attaque extraordinairement violente, et il va le vivre pour ses films et pour tout ce qu'il écrit. Donc c'est d'ailleurs le financier, enfin c'était un éditeur, Bompiani, qui publiait Officina, n'a pas voulu continuer. Parce qu'il avait une grande maison d'édition, il n'a pas voulu mettre en danger sa maison d'édition pour le poème, un poème qu'il jugeait excessif. Pourtant, c'est un des plus grands poèmes que Pasolini ait écrit à un pape. Et donc, c'est dans cette atmosphère-là qu'il va devenir vraiment actif dans le cinéma.
il se trouve que Fellini lui a proposé, comme on savait qu'il connaissait extrêmement bien maintenant le langage de la pègre qui entourait Rome, Fellini va lui demander une aide au départ strictement linguistique pour les Nuits de Cabiria. Donc les Nuits de Cabiria, comme vous savez, est l'histoire d'une prostituée et qui vit très pauvrement, quasiment dans un bidonville, et qui donc parle un langage particulier et qui est entouré surtout de macros et d'autres prostituées. Et donc il a fait appel à Pasolini pour ça, mais Pasolini a fait évidemment beaucoup plus que lui donner des conseils de dialogue. Et il a commencé à écrire avec lui des scènes extraordinaires, dont d'ailleurs une des scènes les plus belles du film, si vous vous rappelez Les Nuits de Cabiria, qui est le moment où Cabiria va demander un miracle. Elle va au Divino Amore, qui est une église donc à l'extérieur de Rome, et en suppliant la Vierge de la sortir de sa condition. C'est une des scènes les plus extraordinaires du film, qui a été écrite par Pasolini. Et donc Fellini, évidemment, avait un très grand respect pour Pasolini et a demandé à nouveau son aide à Pasolini pour la Dolce Vita. Et donc là aussi, il est intervenu et Fellini étant lui-même attaqué pour la Dolce Vita, vous savez, ça a fait un énorme scandale en Italie, et pour les mêmes raisons, les raisons plus générales, disons, d'une représentation de l'Italie décadente. Là, c'était pas la même. La Dolce Vita, c'était une aristocratie décadente, des noceurs décadents, mais bon, dont il a fait quelque chose d'absolument extraordinaire. Et donc, Fellini a proposé à Pasolini de faire lui-même un film. Ce qui était évidemment un geste d'une très grande générosité de la part de Fellini et d'humilité aussi à l'égard de Pasolini. Et malheureusement, enfin peut-être beaucoup de vous ici connaissent l'anecdote, mais après les premières journées de tournage, Fellini a voulu voir ce qu'avait filmé Pasolini et il lui a dit non, c'est pas possible, on peut pas faire un film comme ça. Et donc il a dit non, moi je me retire, je peux pas produire ton film. Il avait simplement une journée de tournage. Et ils ont parlé, il y a un très beau texte qui a été traduit par Hervé Joubert-Laurencin, qui se trouve dans la publication de Acatone. Vous savez, le scénario de ce premier film a été traduit et publié par Macula. Et il y a le journal qu'a tenu Pasolini à ce moment-là, au moment où Fellini lui dit « je ne peux pas faire le film ». Et alors, il n'y a pas eu la rupture qu'on peut imaginer, une rupture violente comme elle aurait pu avoir lieu. C'était deux trop grands artistes, tous les deux, pour pouvoir se disputer ou même avoir une rancœur. Simplement, je pense que moi, c'est mon interprétation, je pense que Fellini, voyant un artiste aussi singulier que Pasolini, même s'il appliquait un système esthétique étrange, parce qu'il ne suivait pas les règles du montage, il ne suivait pas les règles de la narration telles qu'on l'apprenait dans le cinéma, et donc il a été déconcerté. Il n'a pas voulu jouer le rôle du producteur casse-pied qui dit non, ça c'est pas comme ça qu'on doit travailler, puisque lui-même l'avait suffisamment entendu en tant que réalisateur. Donc il n'a pas voulu entrer de l'autre côté et jouer ce rôle. Et bon, Pasolini a eu beaucoup de chance parce qu'il a rencontré un grand producteur qui est Alfredo Bini, qui était jeune et qui lui a fait une entière confiance. Il a dit tu fais le film comme tu veux. Et donc c'était Acatone. Comment Acatone a été reçu comme un film extrêmement dérangeant, toujours pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que si vous avez à l'esprit Acatone, c'est donc l'histoire d'Acatone, et ça veut dire mendiant, c'est l'histoire d'un mendiant à moitié macro et à moitié voleur, et qui va avoir un destin tragique, et Pasolini accentue le tragique de la situation en mettant une musique sacrée, en utilisant Bach. Et ça suffit pour choquer.
dans un pays où, encore je vous rappelle, l'outrage à la religion d'État était considéré comme un crime. Et donc le film commence à avoir des problèmes. Ça va être accentué par le film suivant qu'il tourne, qui est Mamma Roma. Mamma Roma est dans la même lignée évidemment qu'Agatone, mais Pasolini dit qu'il a commis une erreur dans la bande sonore de Mamma Roma parce qu'il a utilisé Vivaldi. Et alors il dit non, là j'ai commis une erreur parce que je n'aurais pas dû utiliser une musique qui est plus profane que Bach. J'aurais dû insister et continuer dans cette lignée, à part que entendre du Vivaldi en voyant Mamma Roma reste extraordinairement émouvant. Et la deuxième erreur qu'il pense avoir commise, c'est d'avoir utilisé Anna Magnani. Bien sûr, il le faisait par respect pour Rossellini, parce que Rossellini était un maître pour tout le monde, pour Fellini, pour Pasolini, pour la plupart des grands cinéastes. Et bien sûr, Anna Magnani était attachée terriblement à Rossellini, mais il pense qu'elle était trop embourgeoisée. Et alors là, c'est là qu'il a commencé à prendre des positions radicales, parce qu'il dit au fond, c'est une bourgeoise qui essaie de paraître populaire. Elle est d'origine populaire, mais simplement, bon, il y a quelque chose qui lui a semblé faux, alors que quand vous voyez le film Mamma Roma, on est quand même bouleversé par le jeu de Anna Magnani, qui est une immense actrice. Mais pour Pasolini, ça manquait de vérité. Alors là, il commence à prendre une position radicale qu'il avait en partie prise pour Agatone, puisqu'il avait pris des acteurs non professionnels. Et là, ce qui se passe, c'est que il va essayer de construire une œuvre qui va tourner le dos complètement au néoréalisme. Il n'avait pas complètement tourné le dos au néoréalisme dans Agatone et dans Mamma Roma. Et là, il va le faire de manière radicale, justement, avec le film, bon, j'en parlerai tout à l'heure, mais avec le film de La Ricotta. La Ricotta est vraiment le tournant dans le cinéma de Pasolini. Il a un autre type de narration. Il a des acteurs, donc là, à part Laura Beatty et Orson Welles, quand même, il y a Orson Welles qui joue, mais qui ne sont pas des acteurs professionnels. Et de toute façon, Orson Welles, il le décale, enfin vous verrez, il le décale complètement par rapport à l'image qu'avait Orson Welles dans le cinéma. Mais ça dit beaucoup de choses quand même. Ça dit par exemple qu'Orson Welles a accepté on est en 1962, il a accepté de jouer un rôle important dans un film de Pasolini. C'est dire quand même le prestige que Pasolini avait acquis avec 2 films dans le cinéma mondial. Bien sûr que Orson Welles était en partie marginalisé. Orson Welles n'était plus l'Orson Welles des années 50. Lui-même avait d'énormes difficultés pour tourner ses films. Et il avait justement des problèmes avec les productions diverses. Il en aura jusqu'à sa mort. Donc il savait ce qu'était le combat d'un artiste pour imposer un langage aussi original. Mais on est donc en 1962. La Ricotta sort. Bon, je saute sur La Ricotta parce que j'en parlerai tout à l'heure, mais La Ricotta fait un scandale énorme. Le film est interdit. Et Pasolini, à ce moment-là, va réaliser un projet qu'il a eu au moment du tournage de La Ricotta et qui est de faire l'Évangile selon saint Matthieu. Là, c'est évidemment complètement inattendu. Parce que, d'une part, il apparaît comme un anticlérical en Italie. En Italie, c'est la figure du diable pour l'Église. Et par ailleurs, il apparaît comme un communiste dans le monde entier. Donc on dit un communiste va faire un film sur le Christ. Bon, il a raconté comment l'idée lui en est venue. Il était à Assise, dans la ville d'Assise, au moment où Jean XXIII était venu, et il n'a pas rencontré d'ailleurs Jean XXIII, et Jean XXIII d'ailleurs est mort peu de temps après, et le film est dédié à Jean XXIII. Bon, c'est un film tout à fait extraordinaire,
parce qu'inattendu, qui n'est pas du tout saint-sulpicien. Il faut quand même imaginer quels avaient été les films sur le Christ jusque-là. Hein. Donc c'est pas du tout un film de ce type-là. Il présente un homme qui a un visage complètement inattendu, puisque l'acteur Enrique Irazoki a 19 ans. D'ailleurs, l'âge, détail non négligeable, l'âge auquel est mort Guido. Donc bien sûr, en faisant son film, il pensait à la mort de Guido. Et il en fait une sorte de militant. Et il prend sa mère pour faire le rôle de la Vierge. Et d'ailleurs, il a été très cruel avec sa mère, parce qu'au moment de la mort du Christ, il dit à sa mère, Suzanne, pense que tu as dans tes bras Guido. Et ce qui était évidemment très très cruel, mais qui est extraordinairement efficace cinématographiquement, parce qu'effectivement, les images sont complètement bouleversantes. Il était capable de ça, hein, Pasolini, d'aller jusqu'au bout. Et il a souvent dit que... On l'a interrogé sur son choix des acteurs, et il disait, moi, de toute façon, les acteurs, je les prends pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils vont représenter. Donc je prends des noms professionnels, et si jamais je prends un professionnel, c'est que je retiens dans lui ce qu'il est profondément. C'est pour ça qu'il a pris Orson Welles pour faire un metteur en scène. Parce qu'évidemment, c'était tout à fait naturel pour lui. Et donc, il faut penser qu'il fait, là aussi, par rapport au réalisme, qui n'a rien à voir avec le rapport avec la réalité que cherchait Pasolini. Pasolini a d'abord pensé tourner son film, l'Évangile selon saint Matthieu, en Israël. Et donc il est allé en Israël, enfin en Palestine, et il est allé sur les traces et il a été complètement déçu, parce qu'au fond il s'est dit les Israéliens ne sont pas les Juifs de l'Antiquité, enfin de l'année 1, de l'année 0. C'est autre chose, il avait raison, bien entendu. Les Israéliens étaient en grande partie des émigrés ashkénazes et séfarades. Hein, et donc, il fallait créer... Et donc, il n'aurait pu jouer qu'avec des Palestiniens. Donc, le film n'aurait pu être vraiment crédible qu'avec des Palestiniens. Et il dit même, si je filme Israël, c'est pas ce que je vois. Il était accompagné d'un prêtre, hein, qui était son conseiller, parce que Pasolini ne voulait pas tourner le film, il ne voulait pas que ça choque les catholiques et les chrétiens de manière générale. Donc il a fait lire le scénario, évidemment, à des catholiques tout à fait ouverts, hein, on s'en doute bien, mais pour qu'il n'y ait rien qui soit loin de la langue de l'Évangile. Et cette langue, justement, il avait l'impression, d'ailleurs on le voit apparaître dans au début de La Ricotta, vous verrez, il parle de la langue de la Bible, la langue de l'Évangile. Il avait l'impression justement que cette langue de l'Évangile était la langue qu'il recherchait lui-même en écrivant ses poèmes. C'était une langue, au fond, qui dit la réalité directement, sans aucun filtre, sans aucun écran. Et il a essayé de tourner son film d'une manière qui respecte ça. Alors il a eu un problème avec les miracles. Il s'est dit, je ne peux pas tourner l'Évangile sans filmer des miracles, parce que bon, il y a des miracles dans l'Évangile. Il en a filmé, mais il regrette de l'avoir fait. Il dit, j'aurais dû quand même oser ne pas les filmer, parce que évidemment ça donne un côté fabriqué. Hein. Ce sont des séquences extrêmement brèves, mais malgré tout elles y sont. Et donc ça a été son grand problème, parce que, et aussi par le fait qu'il a dit et répété que son film, il le tournait en non-croyant. Il dit, je suis communiste, mais je ne suis pas croyant. Il avait besoin de représenter le sacré, mais pas nécessairement d'adhérer à la foi chrétienne. Il n'empêche que ce film, il voulait que ce film puisse être présenté dans les salles paroissiennes. Il y a encore beaucoup de salles de cinéma paroissiennes en Italie, et en effet, elles l'ont été. Il l'a été, puis il a eu le prix de l'Office catholique, en plus, le film.
malgré l'Office catholique, il ne faut pas imaginer que c'était un prix de l'Église du Vatican. Hein. C'était, encore une fois, une partie très particulière de chrétiens progressistes. À ce moment-là, il faut aussi rappeler qu'en même temps qu'il prépare l'Évangile selon saint Matthieu, il va faire un film tout à fait étonnant qui s'appelle Comizi d'amore en italien, c'est-à-dire meeting politique d'amour, et qui a été traduit en français par Enquête sur la sexualité. C'est un documentaire donc qu'il fait sur la sexualité telle que cela représente et surtout la disent les Italiens. Et donc c'est un film assez provoquant parce qu'il interroge toutes sortes de gens pour qu'ils parlent de la sexualité. Donc il faut penser que l'homme qui tourne l'Évangile selon saint Matthieu fait en même temps ce film dont il sait parfaitement qu'il va scandaliser le public. Et il a en tête évidemment un autre film qu'il va tourner juste après, qui est Uccellacci Uccellini. Et Uccellacci Uccellini est un film sur le Parti communiste italien. Bon, il écrira un texte célèbre après qui s'appelle La disparition des Lucioles, qui est également sur le Parti communiste, et il décrit sous forme métaphorique et comique la ballade de deux clochards qui sont joués par Toto et Ninetto Davoli. Oui, alors j'ai oublié de vous dire, évidemment, pendant le tournage de La Ricotta, il a fait aussi, il a vécu un événement qui va marquer sa vie, qui est la rencontre d'un adolescent, qui est Ninetto Davoli, qui était venu accompagner un figurant, et donc il n'était même pas dans le film. Et Pasolini le remarque, et ils deviennent amis, et ils deviennent amants. Il avait 13 ans, Ninetto Davoli, quand ils se sont rencontrés. Enfin, 13 ans, il allait avoir 14 ans, mais enfin bon, il avait 13 ans quand ils se sont rencontrés. Donc c'est un couple évidemment plus qu'insolite, qui n'est pas public. Hein, il faut pas. Et quand vous interrogez les proches de Pasolini, ils ont beaucoup, et Ninetto lui-même, qui est toujours vivant, ils ont du mal à dire oui, nous étions amants, ils étaient amants. On dit non, c'était un ami avec qui ils voyageaient. Non, c'était un amant. Et c'est évidemment important parce que là, son homosexualité, sans être complètement publique, est connue de tout le milieu maintenant. Mais je rappelle que Pasolini n'a jamais publié de son vivant un texte sur son homosexualité et n'a pas même représenté d'histoire directement homosexuelle, à part dans Théorème, hein, bien sûr. Et puis c'est pas homosexuel, c'est pansexuel, disons, dans Théorème. Mais bon, c'est pour dire que Pasolini a toujours cette part secrète qui accompagne son œuvre et une œuvre extraordinairement courageuse et directe et explicite. Donc il fait Uccellacci Uccellini qui l'affirme comme, au fond, d'une part, cinéaste qui a des possibilités comiques, ce qu'on n'avait pas encore vu directement, à part un peu dans La Ricotta, et qui va utiliser le cinéma d'un point de vue métaphorique. Et c'est-à-dire que là, il y a deux personnages qui sont complètement irréels et qui vont représenter le Parti communiste avec un corbeau qui les accompagne et qui vont finir par manger. Et donc, c'est toute une histoire tout à fait extraordinaire et poétique. Et il utilise Toto qui, jusque-là, n'avait fait que des films comiques, parfois extrêmement vulgaires, mais très, très comiques. C'est un immense acteur qui vient du théâtre napolitain, mais qui n'avait jamais fait de film sérieux, entre guillemets. Et donc, là, brusquement, il est plongé dans un cinéma qui apparemment n'a aucun rapport avec lui et auquel il va donner quand même une très grande force. Il va rejouer dans un autre film un court-métrage que sont Les Nuages avec Pasolini quelque temps plus tard. Mais à ce niveau de sa vie, Pasolini, bien sûr, s'il fait Uccellacci Uccellini, donc c'est Méchants oiseaux et gentils oiseaux, et c'est une référence à saint François d'Assise qui parle aux oiseaux. Il y a toute une séquence dans le film où saint François d'Assise apparaît. Donc il y a toujours ce lien avec la religion qui est maintenu à travers ce film politique. Mais il apparaît quand même, Uccellacci Uccellini apparaît comme un film
politique essentiellement, d'ailleurs qui n'a eu aucun succès en Italie parce que, évidemment, Totò était très déconcertant. Pour les gens sont allés voir un film de Totò pensant beaucoup rire et puis brusquement ils voient un film, il y a des séquences comiques, mais un film qui est métaphorique et politique. Donc c'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Ils s'attendaient à un comique beaucoup plus direct. Et ça permet d'une certaine manière le malaise le malaise qu'a créé ce film permet à Pasolini d'avoir des positions de plus en plus affirmées, en fait. Et il va faire... donc là, en plus, on est en 66, on arrive dans l'approche des années 68, qui ont été aussi animées en Italie qu'en France, et il va faire des films successivement... des films extrêmement déconcertants quand on voit le parcours, puisqu'il va faire successivement Édipe Roi, donc un film où il va toujours, dans sa lignée métaphorique, utiliser un grand thème mythique, le rapport de Édipe, l'inceste, le fait de tuer son père, de coucher avec sa mère, donc un film qui se présente comme psychanalytique, surtout qu'il met au début du film une séquence directement autobiographique, et en même temps un film qui utilise d'ailleurs des comédiens, là pour le coup, pour certains, des comédiens professionnels, à part que Édipe est toujours joué par l'acteur de Accattone, donc Franco Citti, qui est un acteur qui n'était pas professionnel, mais qu'il est devenu par la force des choses et qui joue Édipe, donc c'est un peu inattendu. Et il va faire, parallèlement, il continue à faire des courts-métrages, je les laisse un peu de côté, et il va faire Théorème. Et donc, Théorème, évidemment, le film sort en 68, c'est un film politique et en même temps mystique. Et donc, c'est comme la réponse à l'Évangile selon saint Matthieu, mais où l'acte sexuel est considéré comme une révélation donc dans les membres d'une famille bourgeoise, pour lequel, à partir du moment où apparaît un ange qui entre dans la famille et qui va avoir des relations sexuelles avec tous, va créer un désordre total dans chacun des membres de la famille et va les déstructurer, mais de manière positive, en tous les cas pour la bonne, qui est la seule, qui est jouée par Laura Betti, qui est la seule qui, au fond, va être grandie par cette rencontre. Les autres sont tous... La mère se prostitue, le garçon n'arrive plus à peindre, urine sur ses propres œuvres, la fille devient hystérique, et le père donne son usine et part dans le désert. Et en fait, ce film qui évidemment a fait a été un événement considérable quand il est sorti, affirme incroyablement l'originalité et le pouvoir de création de Pasolini. Enfin, il était capable de faire un film pareil en sachant quelles pouvaient être les réactions qui parfois ont été très violentes chez les chrétiens conservateurs et parfois extraordinairement révélateurs pour certains qui ont été complètement exaltés par le film, même Mauriac, François Mauriac. C'est assez étonnant. C'est là que Pasolini, il faut dire qu'il devient à ce moment-là extrêmement connu par des interventions dans les journaux, des interventions politiques, et il va faire, on est dans les années 70, il va faire successivement ce qu'il appelle la trilogie de la vie, donc trois contes, le Décaméron, les contes de Canterbury et les Mille et une nuits. Et ces trois films, il va rapidement les abjurer, comme il dit. Ils ont un succès monumental. Tous les trois ont un succès en Italie incroyable et dans le reste du monde. Et ce sont des contes qui sont en plus esthétiquement extrêmement beaux, mais
qui célèbre la sexualité libre, disons, hein, mais une sexualité joyeuse qu'il voulait affranchie de toute culpabilité. Évidemment, on est au début des années 70, donc évidemment c'est dans l'air du temps, c'est pas uniquement Pasolini, c'est ce qui se passe aussi aux États-Unis, ce qui se passe en France également, donc ça correspond à quelque chose, à un mouvement, mais dans lequel Pasolini ne va plus se reconnaître. Et il va abjurer de manière extrêmement violente en disant qu'au fond, il a participé à une sorte d'idéologie du plaisir libre et qui ne correspond pas, et qui aboutit, disons, plutôt qui aboutit à une sorte de consumérisme du sexe, une vulgarisation du sexe. Et il s'est rendu compte, en effet, que ces films étaient vus en partie comme des films pornographiques. Enfin, je veux dire, ils n'étaient pas jugés pornographiques, mais ils étaient consommés de manière pornographique, que certains allaient voir ces films pour voir des corps nus et des relations sexuelles, qui n'étaient pas explicites, hein, mais qui quand même figuraient dans les films. Et donc, alors que lui, surtout quand il a fait Les Mille et une nuits, c'était pour lui une manière d'entrer dans le tiers-monde, puisqu'il a tourné ses films au Maroc et au Yémen, et même plus loin, hein, en Asie. Donc pour lui, c'était au contraire une découverte d'un monde autre que le monde italien. Donc, mais curieusement, enfin c'est un des cas très rares, hein, de cinéastes qui pense que puisqu'il a un succès énorme, il a raté son œuvre. Hein, il a eu le sentiment d'avoir raté ses films à cause du succès qu'ils ont rencontré. Et donc il va faire le film qui sera projeté ce soir, Salo. Et donc, au fond, qui va utiliser la sexualité de manière exactement inverse. C'est-à-dire non pas du tout comme une source d'épanouissement, de plaisir, de joie, mais au contraire d'asservissement, d'humiliation, de marchandisation. Et un film profondément politique, très très violent, basé sur Sade. Il avait déjà commencé, hein, j'ai sauté un film qui est Porcherie, qu'il a fait après Théorème, excusez-moi, Édith Proie. Il avait déjà essayé de faire un film métaphorique sur la violence sexuelle, en parlant de zoophilie d'ailleurs dans Porcherie. Donc il est... quand il fait Salo, donc on est à je rappelle que Salo est un film posthume, hein, puisqu'il a été projeté après la mort de Pasolini. Il était terminé quand Pasolini est mort, mais Pasolini ne l'a jamais vu projeté en public. Et donc Salo, évidemment, est un film terriblement sombre et que l'on voit à travers la mort de Pasolini. Alors, pourquoi Pasolini est assassiné à ce moment-là? C'est évidemment le grand problème. C'est que depuis quelques années, parallèlement à son œuvre cinématographique, il a une œuvre de polémiste dans la presse, et où il attaque beaucoup de monde. Il attaque surtout essentiellement la démocratie chrétienne, qui est au pouvoir depuis la guerre, et donc il devient l'ennemi à abattre. Il dénonce un terrorisme d'État, puisque on est au début des années de plomb, et donc dans cette période extrêmement sombre où les attentats commencent à se multiplier, évidemment on accuse en priorité les groupuscules de gauche, lutte ouvrière, tout ce qui est pouvoir ouvrier, et bien sûr les brigades rouges aussi, mais en réalité Pasolini dit non, les véritables coupables ce ne sont pas ces groupuscules, c'est l'État. Et donc bien sûr il va devenir une cible auquel beaucoup d'ennemis de Pasolini vont se mêler. Bon, dans ma biographie de Pasolini, je parle des différentes hypothèses, hein, que l'on a émises sur cet assassinat. Mais je ne crois pas que Salo ait été un film testament. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup, bon, c'est le film testament parce qu'il savait qu'il allait mourir. Non, il avait de toute façon d'autres projets. Il devait tourner un autre film qui s'appelle Porno Théo Colossal.
Et il voulait faire également les Trois Mages. Bon, il avait plusieurs projets encore, et son Saint-Paul. Il avait un projet de faire un Saint-Paul moderne, dont il avait écrit entièrement le scénario. Alors les films dont je vous ai parlé ne sont en fait qu'une surface, parce qu'il a fait beaucoup d'autres films, enfin des moyens métrages. Il a fait également des appunti, comme il disait, des notes, qui étaient des films pour un film à faire, mais qu'il commençait à tourner. Bon, il a fait l'Orestie africaine, il a fait des films qui n'étaient pas entièrement achevés, mais qui faisaient partie d'un projet. Voilà, donc moi la question que je me pose toujours après, quand je fais comme ça un survol de la totalité de la création de Pasolini, je dis au fond, est-ce que c'est un cinéaste qui a écrit, et au fond c'était avant tout un cinéaste, ou est-ce que c'était, moi c'est ma version, c'est un poète. C'est un poète qui a cherché différentes manières d'écrire sa poésie. Au départ, la poésie était une poésie friolane, dialectale, puis une poésie italienne, une poésie très polémiste, très circonstancielle, très liée à sa vie personnelle, liée à la vie politique de l'Italie. Et il a essayé d'écrire un roman. Bon, vous savez qu'il est mort en laissant un chef-d'œuvre qui est Pétrole, qui est un livre inachevé, où il a essayé de mélanger absolument toutes les formes de création dans Pétrole, puisqu'il y a des scénarios dans Pétrole, il y a des parties complètement visionnaires et poétiques, il y a des parties intellectuelles, théoriques, réflexives. Donc il essayait de faire une œuvre totale. Mais on n'a pas de cas similaires de créateurs prométhéens, si on peut dire, enfin, en tous les cas, qui s'est essayé absolument à tous les genres. Moi très souvent, je l'ai fait très souvent en public, je compare Pasolini à Michel-Ange ou à Léonard de Vinci, c'est-à-dire des créateurs humanistes et qui ont eu toutes les possibilités de création. Et donc, Pasolini s'est trouvé dans cette situation. Je vous l'ai dit pour des raisons personnelles, biographiques, qui ont fait qu'il s'est trouvé dans une position où il fallait se défendre. Il fallait absolument qu'il se défende, et puis il a fini par prendre le pouvoir intellectuellement. C'est pour ça que je suis toujours gêné quand on présente Pasolini comme un poète maudit. Non, c'était pas un poète maudit. C'était un poète d'une très très grande envergure et qui allait au front. Il est allé au front. Il faut imaginer quand même que pendant qu'il fait tous les films que je vous ai très très rapidement, succinctement présentés, Pasolini était pratiquement tout le temps en première page des journaux, avec des articles qu'il avait écrits. Où il dénonçait tous les scandales qu'il voyait, et en même temps, il tenait un des livres les plus extraordinaires de Pasolini, il tenait une chronique littéraire de toutes les publications qui se faisaient, aussi bien les republications classiques que tous les écrivains qui écrivaient contemporains. Donc il avait une capacité d'être le témoin de son temps tout à fait unique. Donc voilà, maintenant qu'il ait laissé une espèce de goût amer, c'est inévitable, parce qu'il a eu une position beaucoup trop vulnérable. Il s'est mis en position d'être attaqué. Bon, il a payé de sa vie. Voilà, maintenant, encore une fois, je pense que tous les grands créateurs de cette envergure s'expose à l'ambiguïté, s'expose à l'incompréhension et s'expose à la condamnation brutale, violente. Et donc, voilà, c'est ce qui lui est arrivé. Merci René De Cecati pour cette magnifique introduction de l'œuvre de Pasolini.